Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour ce nouveau numéro de... Comment on va appeler ça? Une fois qu'on a goûté les pop-corn, on va appeler ça le goût des pop-corn. Non, alors voilà, en fait, donc dans Popcorn, je traite des bandes annonces de films. Et là, il se trouve que donc la première bande annonce que j'ai traitée, c'est celle de Crimson Peak. Et j'ai vu Crimson Peak. Nous avons vu Crimson Peak parce que, comme vous pouvez constater, aujourd'hui, il y a un guest dans cette vidéo. Il s'agit de Emdal que vous ne reconnaissez pas car il n'a pas de masque. Salut Emdal. Salut. Voilà. Donc en fait c'est mon camarade de jeu pour tout ce qui est cinéma. Généralement quand je vais voir un film, comme nous habitons juste à côté, nous y allons ensemble, parce que c'est vrai que j'aime pas trop y aller tout seul. Et ça nous permet ensuite des débats enflammés dans le trajet du retour. Donc voilà, nous allons un petit peu débriefer ensemble Crimson Peak, nous allons donner notre avis. En plus il se trouve qu'il est différent. Donc voilà, voyons tout de suite ça. Donc on va attaquer avec les points positifs. Voilà, avant toute chose, dire qu'est-ce qu'on a aimé dans le film. Et bien je vais te laisser commencer car j'ai beaucoup parlé déjà. Oui, moi pour l'instant je vais te laisser lancer ton émission, parce que je suis juste le guest. Ce que j'ai aimé déjà, la prestation des acteurs. Je trouve que franchement tous les acteurs qui apparaissent dans le film font des prestations vraiment très bien, que ce soit de Jessica Chastain à comment il s'appelle déjà l'acteur qui joue dans Sons of Anarchy, je me souviens pas de son nom, Charlie Hunnam. Franchement tous, je trouve pas qu'il y ait de fausses notes. Des fois dans ce genre de film, il y a les personnages principaux et après il y a des personnages annexes qui sont un peu hors sujet. Là je trouvais que tous jouaient très très bien, donc c'est que ça apporte un plus dans l'immersion. Ensuite, comme d'habitude, le travail graphique, Guillermo del Toro, on voit sa patte clairement et c'est magnifique. Les décors ils sont à pleurer. Les effets qu'il a fait aussi pour les fantômes, franchement je trouve que c'est très bien trouvé, ça change de tout ce qu'on voit dans les films de fantômes habituels, cette espèce d'effet, on a l'impression qu'il y a de la vapeur qui s'évapore de tous leurs pores, c'est ça, voilà franchement, voilà pour moi les points positifs, acting et charme graphique. Ouais, alors écoute, je vais être un petit peu redondant, donc on va pas développer plus que ça. Sur le travail de Del Toro, pour moi c'est juste un truc de fou. Franchement cette baraque elle est incroyable. Il y avait déjà des bars qui a été placés hautes plusieurs fois avec genre la famille Adams, on se souvient tous de cette maison et tout. Ben là on est au même niveau, on est vraiment au même niveau. Ça me rappelle un petit peu Dark Shadow, tu sais le film, oui, avec voilà, il y avait un univers qui était sympa. Mais c'était beaucoup moins marqué, c'était beaucoup moins fantaisiste. Là, cette baraque, c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment incroyable. Quand on passe là, des États-Unis à l'Angleterre, on a vraiment l'impression qu'on est dans une autre planète, limite à une autre époque. Et ça, vraiment, je la verrais mais limite en attraction à Disneyland. Bon, même si c'est pas Disney, mais c'est vraiment c'est extraordinaire. Cette baraque, elle est immersive au possible. C'est vrai qu'ils ont trouvé des petits trucs, des petits éléments dans la maison qui font vraiment le fameux liseré là, tu sais, qui arrive du plafond là dans l'accueil. Voilà, incroyable. Là, c'est le fameux ascenseur aussi qui permet de monter les différents étages, qui apporte tout. Non, franchement, c'est vrai qu'il sait bien niveau décor, direction pour les décors. Voilà, donc franchement, sur cet aspect-là, je pense que le film, il va mettre tout le monde d'accord là. Sur au niveau des Del Toro, on sait qui sait faire. Pour l'acting, alors écoute, autant je te rejoins sur Jessica Chastain. Alors Jessica Chastain livre une prestation dans ce film qui est incroyable. Alors le perso il est angoissant, il est malsain, elle a une expression faciale avec ses gros yeux bleus incroyable. Vraiment elle fait le café dans le film. Vraiment, enfin pour moi c'est elle qui explose mais tout le monde de loin. Et tu vois, alors moi le film je suis allé le voir pour Tom Hiddleston. Moi j'ai adoré ce perso qu'on a découvert avec Avenger, on est d'accord. Enfin, avant il avait pas vraiment une carrière je pense qui était super fournie. Et donc moi le film je suis allé le voir pour lui et il fait le boulot. Sans plus. Voilà, il est bon, hein, on s'y attendait, il a beaucoup de présence. Et alors écoute, je trouve que autant au début du film, quand on est aux États-Unis et que c'est lui qui est en avant, ben je trouve que voilà, là il a de la prestance, il a du charisme, il est séducteur au possible et tout. Autant quand on arrive en Angleterre et qu'il se fait complètement bouffer par Jessica Chastain. Je trouve vraiment il passe tellement au second, et même par sa femme. Oui, mais sauf que je voudrais pas spoiler pour les gens qui n'ont pas vu. Ouais, alors attention, voilà, il va y avoir du spoil. Voilà, on peut pas parler d'un après-film sans spoiler, donc il va y avoir du spoil.
Bon, alors, tu peux y aller. Je ne veux pas te brider plus que tu n'es d'habitude. Laissez-le spoiler. Pour spoiler comme un gros porc, je trouve que c'est logique, puisque au début du film, il est dans le mode justement séducteur pour essayer d'attirer la demoiselle pétée de thunes jusqu'à chez lui. Et une fois arrivé en Angleterre, c'est vrai qu'on voit qui c'est qui a la vraie dynamique dans le duo. C'est la sœur, le mastermind. Tout à fait, exactement. C'est sûr qu'évidemment, à partir du moment où ils sont revenus dans le château, on voit bien qu'évidemment la sœur prend toute sa dimension et vraiment on voit que c'est elle qui écrase le petit frère. Et je trouve pas qu'au contraire, il joue moins bien. Justement, c'est dans le personnage. Non, il joue pas moins bien. Mais non, mais c'est qu'il est écrasé, mais c'est normal. Moi, je trouve que dans le scénario, c'est ça qui veut que le personnage à ce moment-là s'écrase. Ouais, si on réfléchit, c'est vrai que t'as raison. C'est vrai que, mais du coup, voilà. Après, c'est mon ressenti perso, c'est pour ça. Mais moi, j'allais voir pour Tom Hiddleston et dans la seconde partie, je l'ai trouvé un petit peu inexistant. Mais fort de ce que vient de dire Ben, ça tombe sous le sens. Mais je pense que des fois, justement, ils font ça exprès pour jouer avec les attentes des spectateurs. Évidemment, tout le monde connaît Tom Hiddleston par Loki, tout le monde s'attend à ce que ce soit un des personnages principaux. Et justement, ça joue un peu à contre-pied, puisque là, il fait plus ce côté fragile, personnage fragile. Tu vois qu'on voit que le fait qu'il était séparé de sa sœur, qui est la seule personne qui veut jamais apporter d'amour jusqu'ici, ça l'a marqué dans sa jeunesse. Donc maintenant, il est complètement à sa merci. C'était un peu comme ils avaient fait à l'époque quand le film Il était une fois dans l'Ouest était sorti. Sergio Leone avait fait exprès de prendre comment il s'appelait, James Fonda, non? Celui qui fait le méchant dans le film. En fait, d'habitude, il joue les héros, c'est plutôt le Clint Eastwood, tu vois. D'accord. Et moi, il avait dit, je le prends lui, parce qu'au moment où on découvre le méchant, qu'il y a la caméra qui tourne et qu'on découvre que c'est lui, il avait fait ça, parce que les gens disaient, oh putain, mais c'est lui, mais c'est un gentil d'habitude, c'est le méchant. D'accord. Je pense que pour Tom Hiddleston, ils ont voulu faire ça, ils ont voulu prendre un mec justement qui a de la prestance, qui joue super bien au début, pour après, finalement, justement, qu'on s'attende pas forcément à que. Parce que quand le père se fait tuer au début, moi j'étais persuadé que c'était lui, quoi. Puis au fur et à mesure que le film avançait, ça, je me dis non, c'était pas lui, c'était la sœur. Mais d'ailleurs, je pense que, voilà, ça aussi c'est un gros spoil, quand tu vois le meurtre au début, je pense qu'ils ont vraiment filmé Tom Hiddleston de dos, et après dans le flashback ils ont mis la fille, mais la silhouette de dos, c'était clairement lui, quoi. Enfin, à mon avis, après, elle a pu se mettre un pantalon aussi, elle. Mais bon. Et bon, après ils sont frères et sœurs, donc c'est peut-être un peu logique. Bon, après ils se ressemblent, oui, forcément. Donc, écoute, je pense qu'on a fait le tour des points positifs. Bon, alors écoutez, les décors, l'ambiance, la mise en scène, l'acting. Et voilà, ça c'est vraiment les gros points forts du film. Maintenant, on va attaquer les points négatifs et malheureusement, il y a tout le reste. Alors, donc on a mis en avant les points positifs de Crimson Peak et il y a aussi des points négatifs et pour moi, il y en a quand même pas mal. Donc, saleté de portable. Foiré. Donc, quels sont les points négatifs de Crimson Peak? Marie, je te laisse commencer. Alors, le point négatif, pour moi, c'est le scénario. Dans le sens où, bon, il est bien le scénario, on le suit tout du long, il n'y a pas de moment. Peut-être un peu le début, mais en même temps, le début sert à introduire la suite. C'est un peu logique, j'enfonce des portes ouvertes. N'est-ce pas? Mais c'est vrai que il s'est pas trop foulé, on va dire, Guillermo del Toro. C'est vrai que c'est assez classique et franchement, après coup, j'avais déjà, ça m'a fait penser un peu à L'Échine du Diable, qui est un film de del Toro à l'époque où il était encore en Espagne, avec un peu ce côté, le lieu un peu hanté avec des fantômes qui aident, et même la chute où à la fin il dit les fantômes existent, tout ça m'a vraiment fait penser à la fin de ce film. Ça m'a fait aussi beaucoup penser au film Apparence avec Michel Pfeiffer et Harrison Ford, où c'est pareil, ça commence comme une histoire, on se dit mon dieu il y a un fantôme, une histoire de fantôme, puis en fin de compte on se rend compte que s'il y avait plus que ça, il y a une histoire un peu glauque de meurtre. Voilà, je trouve que scénaristiquement parlant, il a rien de... Ah ouais, non, c'est sûr, on révolutionne absolument rien niveau écriture avec ce film, vraiment. C'est vrai qu'on enlèverait la touche de Del Toro, qu'on disait qu'il faisait le cachet du film dans les points positifs, c'est sûr qu'il serait banal. Voilà, et en fait, pour moi, la principale critique, elle est là. C'est qu'en fait, on a un film qui est assez moyen si vous regardez dans l'ensemble, mais en fait, c'est un... Comment dirais-je, c'est un bonbon dans un écrin pour un bijou. Voilà, en fait, moi, si je devais l'image que je choisirais, c'est celle-là. Vous avez un scénario banal, avec une trame qui est banale, et on est d'accord qu'il n'y a pas de rebondissement dans ce film.
à part peut-être aller d'apprendre que c'est elle qui a tué le père. Mais bon, elle, tu te rends compte très vite que c'est une psychopathe, donc au final, t'es pas surpris, t'as juste la confirmation qu'elle est bien complètement folle. Mais aucun moment t'es surpris. Et moi, en fait, quand je veux voir un film d'épouvante, parce que, excusez-moi, quand vous regardez la bande-annonce, on vous vend un film d'épouvante. Alors moi, voilà, si vous regardez Popcorn, moi j'ai un film d'épouvante habillé par Del Toro, c'est pour ça que moi je suis foncé le voir. C'est absolument pas un film d'épouvante. À aucun moment vous êtes surpris par le film, vous êtes surpris par les scènes, vous êtes jamais surpris. Et pour ce genre de film, excusez-moi, c'est quand même dommage. La fameuse chute, dans tout ce genre de film, à un moment, tu as le sacro-saint moment que nous aimons tous, où on t'explique le pourquoi du comment, pourquoi le tueur il est devenu comme ça, qu'est-ce qui les a amenés, t'as une espèce de flashback avec des images saccadées là, qui dure 1 ou 2 minutes, et c'est ces 2 minutes qui donnent toute la puissance au film. Là, c'est complètement absent, puisque au moment où l'autre donne la coupure de journaux pour dire que la mère elle s'est fait tuer avec les enfants dans la maison, on s'en doute. Qui n'a pas compris à ce moment-là que c'est les enfants? Bon, après on sait pas trop vraiment si c'est lui ou elle qui a tué la mère. Bah c'est elle, mais en fait, disons que là, on va dire que c'est un peu intelligent, c'est plutôt que tomber dans le cliché du allez, un moment on t'explique pourquoi ils sont devenus méchants. Là, c'est sous-entendu dans les dialogues, le moment où l'héroïne est alitée et que t'as la sœur donc qui lui donne le porridge et qui lui explique oui, j'ai fait ça avec ma mère parce que mon père l'avait battue, qu'il lui avait cassé les os, donc je m'occupais d'elle, je la lavais, machin et tout. Et c'est vrai qu'en fait, ça sous-entend ça, c'est qu'en gros, elle s'est occupée d'elle tellement elle en a eu marre. En plus, apparemment, la mère, elle était quand même violente, donc elle tapait le petit frère, elle faisait des bêtises, c'est elle qui prenait les coups. Donc, à mon avis, c'est clairement qu'il te s'entend qu'au bout d'un moment, elle en a eu plein le cul, la sœur, et qu'elle l'a tuée, quoi. Ah, mais non, en plus, même après, ils le disent, que quand elle découvre, justement, quand elle dit ah, vous êtes des monstres, elle dit c'est les dernières paroles qu'a dit ma mère. Et c'est vrai qu'après, elle dit que la mère a découvert qu'ils couchaient ensemble. Donc, à mon avis, c'est au moment où elle a dit que c'était des monstres, elle a dit qu'elle allait les séparer, et que la sœur l'a tuée. C'est vrai que c'est sous-entendu, c'est pas montré, mais après. Je trouve que c'est intelligent parce que malgré tout, au bout d'un moment, j'ai l'impression que des fois, à vouloir trop expliquer, ils prennent les spectateurs pour des cons. C'est-à-dire, écoute, en gros, si on te le montre pas, t'es trop con pour comprendre. Alors, comme tu dis, c'est évident. Ouais, mais la fameuse là de montrer aux spectateurs trop con pour comprendre, ça on est d'accord que c'est très très américain. Hein, la suggestion elle est zéro à ce niveau-là. Oui, mais ça que Guillermo del Toro n'est pas américain, c'est peut-être pour ça. C'est sûr, bon, même s'il bosse à l'américaine. Ah, maintenant, oui. Après, voilà, alors le coup là du frère qui couche avec la sœur, c'est très subjectif, ce que je vais dire, mais je trouve qu'on en a soupé de cette thématique. Moi, écoute, actuellement, entre les séries et les films, c'est une thématique que je vais revenir 4 fois. Facile, en comptant Game of Thrones, hein, évidemment. Mais voilà, là, en ce moment, les frères qui couchent avec les sœurs, enfin, je sais pas, questionnez un peu autour de vous. Moi, si au bout d'un moment, je commence à le voir dans 4 séries, c'est que forcément, sur 10 personnes autour de moi, il y a un mec à coucher avec sa sœur. Commencez à vous renseigner, ça commence à devenir de monnaie courante et c'est vraiment très très malsain. On ne le redira jamais assez. Coucher avec sa sœur, c'est mal. Mais ah ouais, alors voilà. Alors moi, je suis estomaqué par la situation qu'il y a au début. La fille dans le film, donc l'héroïne, est issue d'une famille très aisée. Le papa, tu vois qu'il est en place et tout. La baraque, elle est magnifique. Ils font des fêtes mondaines et tout. Et en fait, elle se déplace donc quand elle est mariée avec lui, elle se déplace en Angleterre. Ils arrivent dans cette fameuse baraque, là, la magnifique baraque. Mais c'est un cloître. C'est un véritable taudis. Ils arrivent, alors en gros, on leur explique qu'il n'y a plus de toit. Enfin, qu'il y a un trou dans le toit et que du coup, la neige tombe. C'est juste à l'entrée. Ouais. Quand tu vois les plans de loin, la baraque elle est immense. Alors d'accord, bon, déjà t'as un trou à l'entrée, il y a la pluie qui tombe à l'entrée. Enfin, excuse-moi. La neige, c'est vachement plus joli. La neige, ouais, c'est joli, mais bon. Voilà, quoi. Ensuite, tu vois, quand il marche sur le sol, ça craque et en plus t'as de l'argile qui sort du sol. T'as des pièces qui sont condamnées. Excuse-moi, la salle de bain, là, quand tu vois qu'elle se cale dans. Je sais pas, quand tu te cales dans un bain, t'es là, t'es en place. Là, excuse-moi, on dirait une prisonnière dans la baignoire, là, la vieille baignoire en cuivre, là, en plus, elle est comme ça. Enfin, ah non, elle a froid. Non, mais la baraque, elle est glauque, elle est dégueulasse au possible. Ouais, mais après, tu remarques que très vite, elle va en partir. Hein. Mais évidemment, au début, elle est la folle amoureuse de lui. Ils ont fait tout le trajet, ça dure un moment. Donc à l'époque, ils prenaient le bateau. Donc du coup, quand elle arrive là-bas, elle est à fond sur lui. Donc c'est vrai qu'une fois arrivée là-bas, elle voit la maison est pourrie. Elle va pas dire, mais c'est bon, je te quitte, je retourne en Angleterre, en Amérique. Mais c'est vrai que par contre, très très vite, à partir du moment où l'autre commence à l'empoisonner, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de timeline dans le film. C'est vrai qu'on a un peu du mal à imaginer combien de temps s'est écoulé. À mon avis, pas tant que ça, puisque justement, il trouve que ça se passe vite, la vente de tous les objets du père, donc il n'y a pas dû se passer beaucoup de temps. Mais c'est vrai qu'on vient comme on perd un peu le truc, c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'en gros, elle a passé 6 mois là-bas, et qu'au bout de 6 mois, elle dit bon, c'est bon, plein le cul du trou dans le plafond, je me casse.
Alors que peut-être ça a duré que 2 semaines. Si ça passe 2 semaines dans la baraque, au bout de 2 semaines, bon c'est bon, là j'en ai soupé, ça peut se justifier vu qu'elle était amoureuse, de dire que bon au début. Ouais, enfin je sais pas. C'est vrai que le problème qu'il n'y ait pas vraiment d'indice temporel, c'est vrai que du coup ça. Peut-être ça peut gâcher par rapport à ce truc-là. Dire que ça a vraiment moins chier qu'à la place de la fille. Enfin, je sais pas, j'arrive là-dedans, une fille qui s'est torchée toute sa vie avec de la soie, elle voit ça, mais. Enfin, je sais pas, non, vraiment, pourtant, je veux dire, voilà, je suis pas quelqu'un de très bourgeois et tout, mais là, vraiment, je serais parti en courant. En plus, c'est flippant. Attends, elle est méga flippante cette baraque. Alors, moi, je veux bien qu'elle ait ce côté, elle est fascinée par les fantômes et tout, mais là, enfin, on est vraiment dans le glauquissime, hein, c'est. Enfin, voilà, moi, voilà, je te l'ai dit pendant le film en plus, hein, j'ai fait non, mais c'est pas possible qu'elle tilte pas là, la fille. Enfin, ça m'a semblé absolument incroyable. Voilà, donc voilà, ça c'était les points négatifs de Crimson Peak. Maintenant, nous allons débattre. Est-ce que c'était un bon film? Est-ce que c'était un mauvais film? Est-ce qu'ils étaient bons les popcorn? Les popcorn étaient très bons. Bah alors, bon film ou pas, je dirais que c'est pas le film de l'année. Pour moi, c'est un film qui se laisse regarder avec plaisir. Voilà, ça va pas être pour moi un monument du film d'épouvante ou de fantôme. Mais après, ça reste un film sympa à voir. Je regrette pas d'aller le voir au cinéma, parce que je pense que ça mérite de se voir au cinéma pour vraiment apprécier à sa juste valeur le travail sur l'image qui a été fait. Quand je le vois en grand écran, les décors, ça claque. Je regrette encore moins d'aller le voir en VO, parce que je pense qu'en VF j'aurais pleuré, mais bon ça c'est personnel. Maintenant, ouais, moi je dirais que c'est un film bien, sans plus. Ben alors voilà, moi je suis beaucoup plus nuancé que toi. Dieu sait que ça me plaît, ces décors, Dieu sait qu'elle me plaît cette pas de Del Toro, mais je suis désolé, pour moi ça suffit pas. Je veux dire, on peut pas juste nous livrer un univers et le remplir aussi peu. Et je veux dire, après, tu vois, au début, on part sur une histoire de fantôme. Et après, tu tombes dans une espèce d'escroquerie. Mais t'es toujours habillé dans ce monde de fantômes qui du coup te sert plus à rien. Parce qu'au final, à quoi ils servent les fantômes à part à habiller dans le film? Bah, alors c'est eux qui tuent un peu l'héroïne. En fait, c'est vrai que depuis le début, dès le tout début, quand il y a la scène où il est avec son copain dentiste, là, ophtalmo, je sais plus, qui lui montre les photos, évidemment, il dit il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles. Il dit voilà, quand il parle, moi j'ai un client qui est daltonien, il voit pas le rouge et le vert, mais il s'oblige à le voir parce que tout le monde lui dit que ça existe. Mais elle voit les fantômes, ce que ne voient pas les autres. Donc en fait, c'est pour ça qu'elle s'en tire. Alors que toutes les autres femmes qu'il avait eues avant, Tom Hiddleston, elles sont toutes mortes parce qu'elles n'ont pas pu voir les signes qui lui apportaient les fantômes. Donc à mon avis, les fantômes c'est juste ça. Et je veux dire, comme je disais tout à l'heure, c'était déjà un peu présent dans les Chines du Diable. Hein. Les Chines du Diable, il y a des fantômes qui sont présents, mais c'est vraiment en fond, juste pour créer une ambiance un petit peu surnaturelle. Et même le labyrinthe de Pan, c'est vrai qu'à la fin du film, tu peux te poser la question, est-ce que vraiment les créatures existaient ou est-ce que c'était juste des héroïnes qui l'inventaient? Et Guillermo del Toro, c'est ça, c'est le fantastique qui habille un peu une histoire qui pourrait être somme toute classique, qui n'a rien à voir, mais ça rajoute une petite touche. Après, c'est avec les fantômes, moi franchement je m'attendais à la fin, quand il y a le face à face à la fin dans les caves là, je m'attendais qu'il y ait un fantôme qui va sortir, ils vont attaquer, voilà, ouais. Mais... C'est que ça va être de la vengeance des fantômes, effectivement, non, c'est juste le fantôme qui reste là parce qu'ils ont eu une mort violente, donc il y a leur image résiduelle qui reste emprisonnée dans cette maison. Mais au final, ils peuvent pas faire de mal, quoi. Mais en fait, si tu veux, moi je t'en ai un petit peu parlé le jour même. Moi, je me suis dit au début, on va t'amener sur une histoire de fantôme, alors que pas du tout. Et moi, je pensais que tu vois, la scène avec l'ophtalmologue, ça t'expliquait ça. C'est qu'en fait, il y a des résidus, il y a des particules, il y a des milieux, des environnements naturels qui favorisent la vision de spectres fantomatiques. Et moi, je pensais vraiment que cet argile, tu sais, qui remonte de la cave jusqu'en haut, là, les émanations, ça favorisait cette apparition. Au final, on n'avait pas de fantôme du tout. Que c'était, ça s'expliquait scientifiquement. Sinon, pourquoi la scène de l'ophtalmologue? Moi, je pensais qu'on allait tomber là-dedans. Et d'ailleurs, voilà, pour en revenir je parle toujours d'écriture. Hein, la première scène, à quoi elle sert? Expliquez-moi au début à quoi ça sert que quand la minotte elle a 10 ans, le fantôme de sa mère vienne lui dire prends garde à Crimson Peak.
Tu vois, ça ne sert à rien puisque. C'est vrai que le fait qu'elle apparaisse au début, ça explique comment ce qu'elle dit, c'est le premier fantôme que j'ai vu, c'est celui de ma mère. Voilà, donc en gros, c'est pour dire elle voit les fantômes. C'est logique, mais c'est qu'elle lui dise ça qui est pas logique. Qu'elle soit venue la voir, vraiment qu'elle a dit le cercueil a dû rester fermé, il n'y a pas eu de dernier au revoir, de dernier baiser, que limite le fantôme de la mère vienne la voir pour la cajoler, la consoler parce qu'elle a peur de l'orage. Ok, mais que là qu'elle lui sorte ça d'un coup. Ça n'a pas de sens, en gros ça voudrait dire que les fantômes ils voient le futur et elle sait que dans 14 ans mais c'est encore plus subtil, la mère fantôme elle vient mettre en garde sa fille, elle lui dit prends garde à Crimson Peak. Quand vous progressez dans le film vous vous rendez compte que Crimson Peak c'est une appellation du lieu mais par les locaux, parce qu'on te dit en fait que le lieu il s'appelle comme ça quand l'argile colore la neige toute blanche, et c'est pour ça qu'on appelle ça la Pointe Écarlate. Mais l'endroit s'appelle absolument pas comme ça. Donc la maman aux États-Unis, fantôme qui veut protéger sa fille, elle vient lui expliquer qu'elle prend garde à Crimson Peak parce qu'elle a entendu que là-bas ça s'appelait comme ça. Non, c'est là on est dans l'énigme, on est dans le non-sens. Ça sert à rien qu'elle vienne lui dire ça. Et en plus ça tombe, je trouve ça tombe un petit peu comme ça à plat là dans le film. Ouais, tu comprendras pourquoi ça s'appelle Crimson Peak. Ah, quoi, comment t'as dit? Et là elle se rappelle ce que l'a dit sa mère. C'est un petit peu tiré par les cheveux. Surtout qu'elle sert d'autant moins quand elle est petite, qu'après sa mère réapparaît quand elle est plus grande, elle lui redit la même chose. Pour lui redire la même chose. Et ça lui parle toujours pas d'ailleurs. Voilà, mais surtout, voilà, c'est ça que je comprends pas. C'est qu'encore, elle aurait vu que quand elle était petite, et qu'après elle a une réminiscence de quand elle était petite, ok. Mais là, effectivement, le fait qu'elle lui redise après. Mais d'ailleurs, dans ce film, sauf que des fois, ils ont tendance à faire des trucs comme la méchante à la fin qui lui répète 2 fois, ça peut se terminer que soit tu me tues, soit je te tue. Et même lui aurait dû dire, j'avais compris la première fois. Non mais à la fin c'est du slasher. À la fin l'autre elle se cache, tu sais, pour lui filer un coup de couteau. Cette scène, je suis désolé, elle est minable. Alors le lieu il est magnifique. Alors, encore une fois voilà, cette scène pour moi je trouve que tu l'aurais fait, je sais pas moi, dans une cuisine là, autour d'une table, l'autre qui lui court derrière, ça aurait été de la série B. Et là parce que t'as cette machine là qui est sous la neige, les éclats d'argile de partout, c'est beau. Du coup la scène elle passe, mais en soi elle est ridicule. Elle est ridicule, l'autre qui court, l'autre qui s'est pris un coup de couteau d'ailleurs, hein, et qui court normalement avec son hachoir là pour qui se cache là et tout. On est dans du slasher, mais du sous-slasher. Moi, ce que j'ai trouvé très laid, c'est le truc à la fin pour dire que le héros, forcément, il fait toujours les choses en face. Et que quand elle voit le fantôme de son frère, vraiment l'héroïne, elle l'appelle pour qu'elle se retourne et là, elle lui met le coup de pelle. Tu sais, elle a essayé de tuer, là, elle a couru après, elle a trucidé son pote, le médecin, elle essaye de la tuer, mais non, du coup, moi je suis un héros, je peux pas tuer les jambes de dos, donc je la laisse se retourner et là, je lui mets un coup de pelle dans la gueule. Ouais. Ça aussi, dans la vraie vie, tu profites qu'elle regarde le fantôme du frère pour la laminer. Ouais, non, c'est pour ça, il y a. Voilà, en fait. Il y a un bel enrobage qui fait passer certaines scènes vraiment cheap, qui les fait passer, qui vous donne la petite pilule pour que vous puissiez digérer les scènes, mais en soi, il y a des trucs qui sont pas terribles. Voilà, c'est pour ça que moi le film vraiment, je pense que je me prendrais le Blu-ray parce que c'est un univers vraiment que pour des personnes là qui font des études de décors de cinéma, genre tu vois Marjorie là, celle qui nous fait les maquillages, je pense qu'elle a dû kiffer ce film. C'est une leçon, c'est vraiment une leçon de décor et tout, mais pour le reste, moi franchement Del Toro je le verrais bien bosser avec quelqu'un qui lui écrirait une histoire sympa. Oui, parce que quand on voit Pacific Rim. Mais voilà, Pacific Rim c'est pareil, Pacific Rim c'est le degré zéro de la créativité et pourtant c'est beau et vous kiffez. Mais putain, il y a quelqu'un qui gagnerait à lui. C'est comme un beau dessinateur qui aurait pas de scénariste en fait. Tu vois, pour une bande dessinée ou quoi. Voilà, pour moi Del Toro c'est ça. Mais malgré tout, on peut pas être insensible à son boulot. Donc moi ça restera quand même un film très moyen et super bien enrobé. Bah, tu vois, moi par contre, moi je n'achèterais pas le Blu-ray. D'accord. Parce que moi je l'ai vu au cinéma, il passait très bien au cinéma. Le fait que je l'ai vu en VO au cinéma, ça me donne pas spécialement envie de le revoir. Avec un bel écran là et tout. Non, mais moi je suis très content de mon expérience cinématographique. Ah, mais moi aussi. Mais de là à le racheter, non. Je l'ai revu une fois, ça m'a suffi. D'accord. Bon ben voilà, vous savez quel goût ont eu les popcorn devant Crimson Peak. Malgré tout ce que j'ai dit, malgré le fiel que j'ai pu déverser, je le recommande. C'est une belle expérience de cinéma. Ce qui est dommage, c'est que franchement, un gamin, il se serait émerveillé dans cette maison, mais je pense que quand même, le film est interdit au moins de 12 ans et c'est justifié. Il y a la scène au début là où il fracasse le crâne du père, elle est quand même assez hard, parce que vous voyez vraiment même les fantômes, ils sont flippants. Les fantômes font très peur. Les yeux des fantômes révulsés, remplis de haine, là, sont vraiment flippants. Donc pas pour des enfants, parce que bon, de toute façon, il est interdit au moins de 12 ans, hein, mais c'est dommage parce que franchement, la baraque, c'est vraiment un lieu incroyable à faire découvrir.
Voilà, j'espère qu'un jour ils la reconstitueront et on pourra la visiter. Là, vraiment, ce serait une belle expérience. Voilà, c'était je sais pas comment on va appeler ça, le goût des popcorn sur Crimson Peak. Moi, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à consulter la chaîne de Ben, là, qui est comment s'appelle ta chaîne? Elle n'a pas de nom. En fait. Elle a pas de nom. C'est juste qu'est-ce qu'on regarde ce soir. Voilà, ou en fait, donc ça c'est plus la critique. C'est une critique, toi, par contre, de. Moi, c'est critique de films, de séries ou ce genre de choses. Bon, peut-être qu'un jour, j'ai prévu un jour peut-être de me développer pour parler aussi de BD, ce genre de trucs, quand j'aurai un peu plus de temps. Mais c'est plus, voilà, parler d'un film sans trop spoiler, justement, juste donner un avis sans rentrer dans la détail pour des gens qui n'ont pas vu. Donc là, toi, c'est plus un avis après film. Pour dire voilà je l'ai vu, voilà ce que j'en pense, et c'est plus destiné à des personnes qui l'ont vu aussi pour partager ton avis. Ouais, moi voilà. c'est plus un avis pour un novice qui se demande est-ce qu'il faut que je regarde ce film, et dire voilà ce soir on regarde ça, est-ce que je te conseille de le regarder, oui ou non. Voilà, bah écoutez, c'est pour ça que vu que c'est relativement proche, ce qu'on fait tous les deux, c'était sympa de faire un truc ensemble. Donc bah écoutez, je pense que là, si l'expérience se renouvelle, elle se renouvellera, on a sûrement voir un James Bond ou quoi ensemble, oui. Bah, on fera une petite vidéo d'après séance. X-Men, voilà, Avenger 3, voilà, Avenger 4, Batman, Avenger 5. Allez, ciao ciao les gars. Ciao.